Bonjour, bon jeudi. Je suis ravi de voir que ni vous ni moi n'avons raté notre rendez-vous. Et en revanche, je suis désolé de voir que la série de leçons de cours pour cette année se termine. Ça passe très vite, et c'est un historien qui vous le dit. Donc pour ce dernier cours, ainsi que je l'avais annoncé, je vais essayer de relier les tanzimat aux islahat. Alors, tanzimat, réorganisation, islahat, réforme. C'est le décret de 1856 qui met un terme, en quelque sorte, à ce que j'appelle le haut tanzimat, c'est-à-dire la première moitié, si vous voulez, d'une période qui va jusqu'en 1876 et qui, en gros, s'inscrit dans ce désir de modernité, de transformation, de modernisation, d'occidentalisation, ainsi que nous l'avons vu ces derniers cours. 1856, c'est en fait un doublon. Il s'agit du décret des réformes, donc le Islahat Ferman, qui est promulgué quelques jours avant l'événement que vous voyez sur cette image d'Épinal. La signature du traité de paix qui met un terme à la guerre de Crimée en 1856. C'est le 18 février que le décret des des réformes est promulgué. Une semaine plus tard, le Congrès se réunira à Paris pour négocier les termes de la reddition de la Russie, puisque, comme vous le savez, il s'agissait d'une guerre qui opposait une alliance entre l'Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne et la Sardaigne contre la Russie. La Russie a été battue. Et 1856 est encore une fois une tentative de rétablir ce qu'on appelle l'équilibre des puissances, c'est-à-dire de ramener de l'ordre dans le rapport de force des grandes puissances de l'Europe à cette époque-là. L'image, encore une fois, c'est une image d'Épinal, et ces images sont extrêmement intéressantes, d'abord parce qu'elles sont très vivantes, presque caricaturales, mais aussi parce qu'elles donnent une idée de ce qui circulait en grande quantité, en grand nombre, auprès du public occidental. Vous reconnaissez la plupart des têtes couronnées concernées par l'événement, en commençant à gauche par Vittorio Emanuele, roi de Sardaigne, le futur roi d'Italie, Victor Emmanuel, celui que l'on saluait lors de la lutte italienne pour l'indépendance des cris de Viva Verdi, Verdi étant une sorte d'acronyme pour Vittorio Emanuele, re d'Italia. À sa gauche, Victoria, bien sûr, la doyenne, enfin celle qui deviendra la doyenne des souverains, la grand-mère, la tante de pratiquement toutes les têtes couronnées pendant le XIXe siècle. Juste à côté d'elle, on le reconnaît bien, Napoléon III, empereur des Français. Et vous remarquerez là comment son portrait, son profil est repris sur un tableau, puisque ça se passe à Paris, donc c'est presque du Velázquez, n'est-ce pas, de voir Napoléon se répéter comme ça. Au milieu, la place d'honneur, si vous voulez, Abdülmecid, celui qui avait promulgué l'édit des Tanzimat, au milieu, pas vraiment du fait d'un respect exceptionnel qu'on lui doit, mais parce que c'est une histoire qui tourne autour de
l'Empire ottoman. C'est encore une fois une conséquence de la crise d'Orient ou de la question d'Orient que cette guerre de Crimée. Ensuite, vous avez bien sûr derrière tous les plénipotentiaires qui signent ce traité. Vous avez là, non pas Nicolas Ier, puisqu'il est mort en 1855, en mars, je crois. On a pensé qu'il s'était suicidé à la nouvelle de la défaite des troupes russes. En fait, apparemment, il est mort d'une mauvaise grippe. Ce qui arrive. Il sera remplacé donc par son fils, Alexandre II, le nouveau tsar, le nouvel empereur de Russie. Là, vous avez Frédéric Wilhelm, Frédéric Guillaume, roi de Prusse, et Franz Joseph, François-Joseph, l'empereur d'Autriche. Ces deux derniers n'étant pas vraiment partie prenante de la guerre, mais présents lors de la signature de ce traité, puisqu'il s'agit, encore une fois, de boucler en quelque sorte le chaos qui avait été créé par les ambitions de la Russie à partir de 1853. Donc c'est un moment fort qui se double pour les Ottomans de la promulgation de ce célèbre édit des réformes qui, je vous le dis déjà, est une précondition à la signature du traité de paix. C'est-à-dire que même si les Ottomans étaient du côté gagnant de ce conflit, ils ont quand même été traités, disons, en acteurs secondaires et on leur a imposé des conditions pour qu'ils puissent participer à la signature de ce traité de paix. Et ça, c'est un tournant important dont nous aurons l'occasion de parler, sinon aujourd'hui, du moins l'année prochaine. Je vous avais dit que je n'avais pas le fin mot de l'histoire pour Barachin. Je ne dirais pas que j'avais menti, mais bon, je suis un gros vénard, j'ai eu énormément de chance. Un ami et collègue à Istanbul, Sinan Kunelalp, grand spécialiste de la diplomatie ottomane, qui savait que je m'intéressais au bon docteur Barachin, m'a envoyé, il y a quelques jours, une lettre de Barachin à Ali Pacha, alors ministre des Affaires étrangères, en 1849. On reconnaît bien la signature de Barachin ici. Et c'est là un document qui n'explique pas, bien sûr, ce que j'avais dit, ce revirement soudain, le passage de la réforme ou la régénération à l'émancipation, c'est-à-dire lorsqu'il a commencé à s'engager dans la voie de la révolution des peuples soumis au joug ottoman vers 1841-42, ça ne l'explique pas, mais ça explique la fin de la carrière de cet individu assez exceptionnel. Et par conséquent, je remercie Sinan ici d'avoir ainsi contribué à ce complément, avec ce complément d'enquête qui nous permettra de boucler l'histoire de Barachin. La lettre vaut un petit détour. Voici. Alors, je vois que la confiance que j'ai placée dans les sentiments généreux de Sa Majesté le Sultan et de ses ministres n'a pas été trompée. Oubliant avec grandeur d'âme les torts que j'ai eus envers eux et leur gouvernement, ils ne veulent se souvenir que des services que j'ai cherché à rendre à l'Empire ottoman comme membre du Conseil d'utilité publique. Ça, il revient sans cesse sur cette petite année de service qu'il avait rendu à l'Empire. Je regrette et je désavoue tous les écrits que j'ai publiés, toutes les opinions que j'ai émises, où l'on pourrait voir une attaque contre les actes ou le caractère des ministres de Sa Majesté le Sultan, et une tendance à substituer à l'action réformatrice de ce prince et de son gouvernement celle d'une propagande en dehors de ce gouvernement et s'adressant directement aux populations de l'Empire. Je reconnais que le premier résultat d'une pareille propagande serait d'aliéner au sultan et à ses ministres l'affection des peuples qu'ils ont si bien méritée et de laquelle ils ont besoin. Avoir pu contribuer à un mal aussi grand est celui de mes torts que je regrette le plus.
mea culpa, mea maxima culpa. Je prends donc l'engagement de partir au plus tôt, une fois rentré en France, et une fois rentré en France, ce qui nous explique qu'il est rentré à Constantinople. Il écrit à Constantinople. Alors, comment est-il rentré? Ça, je vous le dirai l'année prochaine. Je prends donc l'engagement de partir au plus tôt, et une fois rentré en France, de ne jamais, sans le consentement formel et explicite du gouvernement ottoman, mettre les pieds sur le sol de son empire. Je m'engage à ne jamais rien publier relatif aux affaires, ni aux choses, ni aux hommes de la Turquie, m'interdisant également le blâme et l'éloge, à rester par mes actes et paroles complètement étrangers à la Turquie, bien que le peuple et son souverain aient tous mes vœux et mes sympathies. Vous jugerez sans doute, il s'adresse donc au ministre des Affaires étrangères, et les ministres du sultan qui me connaissent penseront aussi que je ne suis pas homme à manquer à un pareil engagement, auquel vous pourrez donner la forme la plus solennelle. Si j'en étais capable, la suppression de la pension que le gouvernement ottoman a l'intention de me faire serait le moindre châtiment de ma faute. Petite explication, une explication qui vient donner un sens à un document que j'avais trouvé, mais que je n'arrivais pas à contextualiser, comme on dit maintenant, que je n'arrivais pas à accrocher à ce récit, puisque j'avais trouvé un document scellé par Veliettin Pacha, l'ambassadeur de l'Empire ottoman à Paris, qui dit en gros, voilà, Barachin étant décédé, alors qu'il résidait à Paris, sur les 300 francs de sa pension, 150 seront attribués au fils de M. Gandot, professeur de français à l'école navale, envoyé à Paris pour ses études, et 150 à Glavany, premier secrétaire de la légation impériale en Belgique. Fin de l'histoire, Barachin est mort et, je l'espère, enterré, et nous avons donc un revirement soudain, des regrets. Alors, est-ce qu'il a été acheté par le gouvernement? Est-ce que 150 francs, 300 francs par mois suffisent? Était-il dans le désespoir? Je ne sais pas. Alors, il y a encore des points qui restent obscurs et qui le resteront probablement, mais en tout cas, je suis ravi d'avoir, comme je le disais, bouclé la boucle et pu amener cette histoire qui m'avait paru passionnante et extrêmement intéressante par son côté tangentiel, et j'utilise le terme de tangente dans son sens mathématique, enfin ce que je sais des mathématiques. Une tangente, c'est une courbe, c'est une droite, pardon, c'est une droite qui vient effleurer une courbe à un certain point, et je crois que ça définit bien la trajectoire de Barachin, puisque c'est un homme qui a eu une trajectoire extrêmement intéressante, extrêmement compliquée, la Perse, l'Algérie, etc. Et puis, en 1838-39, vous avez donc un point d'intersection, un contact tangentiel entre cette carrière et la grande histoire ottomane, avec, j'insiste encore une fois, sur des moments très intéressant quand on voit qu'il est à l'initiative de la loi interdisant l'avortement, ou en partie l'édit des Tanzimat, et puis ensuite il part en vrille, pas forcément en vrille, mais il s'éloigne de nouveau de la courbe de l'histoire ottomane pour terminer avec une pension, j'allais dire bien méritée, ça se discute, en 1849, et il meurt, si je me trompe, en 1854, d'où ce document. Voilà. J'ai un autre complément d'enquête, et là aussi, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus il y a à peine 4 ou 5 jours, donc après notre cours, je suis tombé sur une image, le web, la toile aidant, et encore une fois, je salue la richesse de cette source infinie de savoirs divers et variés, mais là, je suis vraiment tombé sur quelque chose de tout à fait extraordinaire que je vous montre. Voici l'image. Et c'est une image qui est saisissante surtout parce qu'on y voit une inscription que voici,
Les oulémas écoutant la lecture des lois de réforme, souvenir de Constantinople en 1839, fr.o. Je suis tombé en arrêt, d'autant plus que je voyais, et là vous le voyez encore mieux sur ce détail de l'image, je voyais notre petit nabo national, le Husrev Pacha, celui que nous avons déjà décrit et que le prince de Joinville avait croqué pendant son séjour et inséré uniquement cette petite image qu'il avait insérée dans son journal et ensuite dans la publication en 1894 de ses vieux souvenirs. Et je crois que c'est évident, c'est lui, c'est exactement le même dessin. Et à cela s'ajoute une autre comparaison, j'ai trouvé encore une fois sur la toile, la signature du prince de Joinville, François d'Orléans, F-R-O. Et c'est extraordinaire, je suis comme ça tombé sur cette image qui ne fait pas partie de ses mémoires publiées. Son journal est aux archives du musée de la Marine. Malheureusement, les archives ne sont pas accessibles, ils sont en train de refaire le bâtiment, etc. Donc je n'ai pas pu vérifier si dans ces carnets il y avait une trace de cette image, mais en tout cas, cette image, elle est bien du prince de Joinville, et en plus, elle colle parfaitement avec un passage de la description textuelle qu'il avait fait de son séjour, que je vous avais lu, mais que je vous relirai, parce que là, quand on la met côte à côte avec cette image, elle prend encore plus de sens, et l'image aussi. De ma fenêtre, je découvre une grande place bordée de beaux pins parasols et descendant en pente douce jusqu'à la mer. Au-delà, la rive asiatique du Bosphore avec le joli village de Kadıköy. Là, vous ne le voyez pas, mais si je reviens sur l'image d'origine, voilà, on voit ici la caserne de Sélimiye qui se trouve justement du côté de Kadıköy. On voit les pins parasols, donc ça colle exactement avec cette description. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'il dit ensuite, le corps des oulémas, des mollahs, portant le vieux costume, cafetan de couleur et de grands turbans blancs ou verts, traversés de larges bandes d'or, les chefs des derviches de toutes les sectes religieuses sont également présents. Tout ce monde clérical se tient immobile, impassible, les yeux baissés, peu satisfait au fond, je suppose. Et quand vous regardez un peu l'expression, je trouve que c'est vraiment, ça tient un peu de la caricature, mais c'est un dessin d'une qualité exceptionnelle. Et c'est là que je commence à m'inquiéter, avec l'amour que je commence à porter pour Metternich d'une part et le prince de Joinville. J'ai l'impression qu'à force de travailler sur le 19e siècle, je deviens un vieux réac. C'est navrant, mais c'est comme ça. Donc voilà, deux compléments d'enquête, si vous voulez, un complément, une image manquante de cette cérémonie. Je vous avais dit que les dessins du prince de Joinville sont les seules illustrations que nous ayons de cette cérémonie du 3 novembre 1839, et maintenant avec un élément complémentaire et tellement parlant, celui non pas du sultan arrivant entouré de ses pages, etc., mais des oulémas, la mine contrite, ils sont en train d'écouter ça, et j'oserais même rattacher ça au débat historiographique que j'avais évoqué, c'est-à-dire que, évidemment, voir derrière l'édit des Tanzimat une influence religieuse, une influence islamique, un réseau Naqshbandi, etc. Franchement, avec cette image, en dehors de toutes les preuves, entre guillemets, que je vous ai montrées de l'impossibilité de cette influence, je crois que cette image enfonce le clou, en quelque sorte, puisque, en effet, comme le dit le prince de Joinville, les oulémas n'ont pas vraiment l'air d'être enthousiasmés par
ce qui se passe devant eux. Donc voilà, deux petites parenthèses qui me ravissent, moi en tout cas, puisque on est toujours extrêmement content de trouver un complément documentaire parce que, encore une fois, je vous le dis, en histoire ottomane, les documents manquent. Il y a énormément de documentation provenant de l'État, mais c'est une documentation qui est un peu prévisible, qui est souvent répétitive, et par conséquent, les documents différents, les documents qui vous disent quelque chose que la documentation officielle ne vous dit pas, c'est quelque chose que l'on recherche toujours avec beaucoup de curiosité, et là, vraiment, j'ai été comblé avec le complément d'enquête de Barachin et cette remarquable image du prince de Joinville. Voilà. Maintenant, passons donc à ce récit de la vingtaine d'années qui sépare l'édit des Tanzimat, le décret des Tanzimat, de celui des réformes, 1839-1856. Comment se pencher sur cette question? D'autant plus que je n'ai qu'une heure et demie et que je parle beaucoup. J'ai décidé de me concentrer sur quelques points majeurs. Premier point, je vais essayer, par des diagrammes, de vous donner une idée de la manière dont la politique se fait pendant cette période. Deuxièmement, je vais essayer, par des diagrammes aussi, de vous parler du phénomène qui ne fait que débuter en cette période, mais qui finira par signer l'arrêt de mort de l'Empire ottoman, celui des grands emprunts, c'est-à-dire le début des emprunts internationaux contractés sur les places financières d'Europe, notamment Londres, Paris et ensuite Vienne et Berlin, qui font partie inhérente intégrante de ce récit, mais qui préfigure déjà quelque chose que nous expliquerons et que nous étudierons dans le détail l'année prochaine, l'échec en quelque sorte du mouvement des réformes et la transition graduelle vers un système autocratique, celui d'Abdulhamid. Enfin, je vais parler de la guerre de Crimée, puisque c'est un événement majeur, et c'est un événement qui a l'avantage, contrairement au décret des Tanzimat, d'être fortement illustré, et les illustrations, les symboles, les illustrations, les objets qui nous rappellent la guerre de Crimée sont extrêmement parlants et me permettront par conséquent de vous faire un récit qui ne sera pas simplement un récit d'histoire politique ou militaire, mais un récit de l'importance que la guerre de Crimée va se tailler dans le destin de l'Empire ottoman. Et pour finir, si nous arrivons jusque-là, une petite étude succincte du fameux décret des réformes de 1856, la cerise sur le gâteau en quelque sorte, ce qui met un terme à cette première période des Tanzimat. Alors, je vous avais dit pour la politique, encore une fois, je me suis essayé au diagramme. Pourquoi? D'abord, parce que j'aime ça, ça m'amuse, et puis parce que j'aime le défi d'essayer de résumer, de squeezer une information qui est en fait très complexe sur une feuille de papier. Mais aussi parce que j'ai mes inspirations, et notamment un article d'Emmanuel Leroy-Ladurie des années 70, donc un article qui date aujourd'hui, mais où il observait et étudiait la cour à Versailles, sous l'Ancien Régime, à partir des mémoires de Saint-Simon. Et
l'article, qui était très long, avait un diagramme. Il avait dessiné un diagramme qui mettait en exergue tous les rapports, toutes les relations, toutes les influences entre divers membres de la Cour, et ça allait bien sûr des relations amoureuses au clientélisme politique, aux liaisons financières, et c'était j'allais dire d'une beauté, par sa complexité, qui m'avait toujours impressionné. Et j'avais toujours donné en exemple cet article à mes étudiants pour leur expliquer à quel point les textes, les mémoires de quelqu'un comme Saint-Simon étaient essentiels pour essayer de comprendre comment la machine étatique, en l'occurrence la Cour, fonctionnait, comment elle s'organisait, qui était quoi, qui était quoi en relation aux autres. C'était tout simplement fascinant. Alors, bien sûr, je ne suis pas Emmanuel Leroy-Ladurie. Il n'y a pas de Saint-Simon ottoman, ce qui déjà limite la qualité, l'ampleur du diagramme que l'on pourrait essayer de tracer. Néanmoins, en me basant sur la documentation qui m'était accessible, j'ai essayé de tracer en quelque sorte un portrait de non pas de la cour, mais de l'élite politique, le palais et l'élite politique ottomane, tout au début des Tanzimat, c'est-à-dire au lendemain du 3 novembre 1839, en essayant de voir qui se plaçait où, avec des catégories qui étaient quand même assez simples, puisque, en gros, je n'arrivais vraiment à distinguer que ceux qui appartenaient vraiment au palais dans le sens dynastique du terme, ensuite ceux qui représentaient ce que j'appelle la vieille garde, c'est-à-dire les gens, les anciens du régime mahmoudien qui avaient fait une transition plus ou moins douce dans le nouveau régime, la nouvelle garde, c'est-à-dire ceux qui, autour de Mustapha Rechid Pacha, représentent une nouvelle carrière bureaucratique, une nouvelle manière de faire la politique, avec bien sûr des contacts à l'extérieur, en Angleterre notamment, et bien sûr le clergé, si vous voulez, ou ceux qui, il est mauvais d'utiliser le terme de clergé parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais disons la hiérarchie religieuse, ceux qui, par la fonction religieuse, participent du fonctionnement de l'État. Donc j'ai commencé par essayer de cartographier les membres de la dynastie qui étaient présents et actifs à cette époque-là. Mahmoud, bien sûr, vient de mourir, mais il est encore là, si vous voulez, c'est le spectre de Mahmoud, et c'est quand même la légitimité dynastique qui fonctionne encore. Un fils, Abdülmecid, est le nouveau sultan, mais vous vous souvenez, il n'a guère que 16 ans lorsqu'il monte sur le trône, c'est un jeune homme. Et puis vous avez Bezmir Alem Valide Sultan, donc la femme dans le sens non conjugal du terme, une des femmes du sultan, mais la mère du sultan régnant, du nouveau sultan régnant, donc la reine-mère, la Valide Sultan, comme on l'appelle, et puis quatre filles, quatre princesses du sang, Saliha, Atiyeh, Adile et Mihrima. Pourquoi les filles? Parce que les filles du sultan sont un des atouts majeurs qu'utilise la dynastie pour s'allier avec des membres de l'élite politique. C'est-à-dire que depuis le XVe, mais surtout le XVIe siècle, c'est dans la tradition ottomane, plutôt que de s'allier avec des familles nobles ou des familles régnantes d'alentour, on va aller s'alimenter dans ce vivier des esclaves de la porte, les kouls,
qui, une fois arrivés à un certain stade de maturité et de prestige, vont être récompensés par un mariage princier, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir épouser une princesse du sang, une fille, une nièce du sultan. Ils deviennent alors ce qu'on appelle en turc damad, donc gendres. Ce sont des gendres impériaux et c'est quelque chose qui consacre en quelque sorte le fait qu'ils atteignent le pouvoir. Sachez que, à la différence de la tradition aristocratique occidentale, le système ottoman ne permet pas la continuité de ces lignages, c'est-à-dire que les enfants issus d'un mariage d'une princesse dynastique, d'une princesse impériale, avec un kul, avec un représentant de l'élite, les enfants de ce couple n'ont rien de particulier. Ils n'héritent pas de titres ni de propriétaires, enfin quelques propriétés peut-être, mais en tout cas, ils sont immédiatement exclus du jeu, du grand jeu. Et ça, c'est sciemment que la dynastie ottomane le fait, afin d'éviter justement la formation de nodules de pouvoir en dehors de la dynastie. Donc la dynastie ne peut se reproduire et ne peut transférer le pouvoir et le prestige et les titres que par les membres mâles de la dynastie, et comme en plus on limite la naissance des enfants mâles, des garçons, c'est quelque chose qui est vraiment très ténu. En revanche, côté féminin, la dynastie s'étale, la dynastie, d'une manière un peu tentaculaire, va commencer à essayer d'intégrer les membres de l'élite politique et militaire en les mariant à des princesses. C'est pourquoi les princesses sont importantes. Et pour que vous compreniez bien, j'ai mis des petites couronnes, alors que les Ottomans n'ont jamais pratiqué la couronne. Bon, c'est un barbarisme, si vous voulez, mais bon, c'est pour la beauté du diagramme. Voilà. Alors, voici donc le noyau dur, si vous voulez, du système, symboliquement parlant, c'est le palais, c'est la dynastie. Ensuite, vous avez autour de ça la vieille garde, ce que j'appelle la vieille garde, c'est-à-dire des gens qui se sont alliés ou qui sont arrivés à des positions de pouvoir sous Mahmoud II et qui, en 1939, sont clairement identifiés comme appartenant à la vieille école. Et par conséquent, même s'ils ne sont pas ouvertement opposés aux réformes, on sent bien qu'ils représentent une forme de conservatisme politique à l'égard des transformations de l'Empire. Encore une fois, si l'on ressent le besoin de diviser, de baptiser des catégories comme ça, c'est parce qu'il manque à l'Empire ottoman à cette époque-là ce qui est tellement typique de l'Occident, de l'Europe au XIXe siècle, les partis politiques. Quand vous étudiez l'histoire politique de l'Angleterre, vous avez les Whigs et vous avez les Tories. En France, vous avez le Parlement qui représente des mouvements, vous avez les légitimistes, etc. Vous avez une vie politique qui est publique et qui trouve un écho dans la presse et dans des alliances qui sont évidentes aux yeux du grand public et de l'opinion publique. Dans l'Empire ottoman, vu qu'il n'y a pas vraiment de presse libre, il n'y a que la presse gérée par le gouvernement qui ne fait que transmettre l'information que le palais juge nécessaire à un public extrêmement restreint, qui lit vraiment la Gazette officielle, on doit se poser la question. Vous n'avez pas ce genre de situation. Par conséquent, j'ai dû me fier à des biographies, à des historiographes de la période, Lutfi Effendi, Ahmed Cevdet Pacha, etc., ce qu'ils disaient de ces individus. Vous y reconnaîtrez comme figure centrale Khusrev
Roussef Pacha, qui, encore une fois, est vraiment un représentant, donc c'est le petit nabot aux jambes arquées, c'est un représentant de la vieille école, mais vous l'avez déjà dit en parlant de son investissement dans l'éducation de ses esclaves. Lui-même est un esclave d'origine aprase, donc du Caucase. Il est né vers 1769, donc il est déjà très vieux à cette époque-là, il a déjà plus de 70 ans. Et c'est quelqu'un qui a grandi dans la vieille tradition des maisonnées de Pacha, avec des esclaves qui étaient promus à des positions de confiance au sein de la maisonnée, qui ensuite pouvaient accéder à des postes dans l'administration. Lui-même, donc, va répéter cela, c'est-à-dire qu'il va s'alimenter en esclave, d'autant plus qu'il est apparemment, monogame et stérile, ce qui déjà limite ses capacités à engendrer lui-même des enfants. Il n'a pas d'enfants, mais qu'à cela ne tienne, pour lui, ce qui compte, c'est d'avoir ceux qu'il appelle ses enfants, c'est-à-dire ses esclaves, recrutés, achetés, capturés au cours des années. Et c'est notamment en 1822, après les célèbres massacres de Kyo, qu'il va s'alimenter à très bon prix, puisqu'il y a un tel déferlement de jeunes enfants capturés après l'expédition punitive contre Kyo que tout le monde acquiert des esclaves à très bas prix. Et 4 de ces esclaves qu'il aura acquis lors de cette campagne, de ces soldes, si vous voulez, il va les envoyer en France pour être éduqués. Et l'un d'eux est Ethem Pacha, qui deviendra par la suite grand vizir, etc. Donc on voit là comment s'articule cette tradition avec une forme de modernité, c'est-à-dire qu'on marie ce système extrêmement traditionnel du recrutement par l'esclavage avec le désir de donner à ses enfants la possibilité de s'éduquer dans un système qui est tout à fait différent, qui est tout autre et qui est tout neuf, celui de l'Occident, et par conséquent, on essaye de faire la part des choses. Donc, Roussef Pacha, Mehmed Reshid, Reza Pacha, Hassan Reza Pacha, qui aura une carrière très longue, il sera généralissime des troupes jusque dans les années 1870, ce sont des hommes qui représentent vraiment la vieille garde, Raouf Pacha aussi. Et puis, vous avez, comme je vous le disais, l'élément religieux. Pas très nombreux, parce que le système ottoman, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas fortement influencé par l'establishment religieux. Vous avez toujours, bien sûr, un Cheikh l'Islam, mais un Cheikh l'Islam qui est à la botte du sultan du système et qui symboliquement représente en quelque sorte le patriarcat pour l'islam. Vous en avez un second que j'ai mis par référence à ce que disait Abou Maneh quand il invoquait l'influence islamique sur les Tanzimat. Il s'agit d'un certain Mehmed Emin qui a été précepteur de Abdul-Mejid, donc lui aussi c'est un ouléma, c'est un membre des oulémas, c'est un de ces enturbanés qui appartiennent à cette école traditionnelle et qui donne un enseignement coranique. Jusqu'à quel point il a vraiment été d'influence sur Abdul-Mejid, on ne le sait pas. Mais encore une fois, par respect pour ce que Abou Maneh disait, je vous donne comme exemple d'une présence religieuse Mehmed Emin. Et vous avez, et je pense que ça fait partie du système, vous avez la vieille garde, mais la vieille garde qui est dans un état de trahison, c'est-à-dire Mehmed Ali Pacha d'Égypte,
Et Ahmed Fevzi, vous vous souviendrez peut-être qu'à l'avènement d'Abdülmecid, Ahmed Fevzi Pacha, qui était le grand amiral, va voguer allègrement vers Alexandrie. Il va en gros emmener toute la flotte ottomane et la remettre aux mains de Mehmed Ali. Donc des gens qui faisaient partie du moins du système, qui s'en sont complètement dissociés par une inimitié très marquée, mais qui restent quand même une partie intégrante du système, du fonctionnement du système. Alors j'ai utilisé des lignes pleines pour représenter les relations directes de parenté ou de mariage, etc. Indirectes, alors en assuré, en petit trait, vous avez les relations d'influence, de rapports de clientèle, etc. Et puis en rouge, j'ai mis les rapports d'inimitié. Et si je les ai mis, c'est parce qu'ils sont importants. C'est-à-dire que Mehmed Ali est vraiment l'ennemi juré de Khrouchtchev et vice-versa. Ce sont des gens qui se connaissent depuis le début du XIXe siècle, et Mehmed Ali, en 1805, alors qu'il devient à peine gouverneur de l'Égypte, va jouer un mauvais tour à Khrouchtchev Pacha et le faire chasser de l'Égypte, et ça, bien sûr, ça crée une inimitié qui va durer pendant des décennies. Et dans la correspondance que l'on voit de Mehmed Ali avec Laporte, pendant la crise égyptienne, il y a toujours des références à ce traître de Khrouchtchev, etc. Donc ce sont des relations personnelles qui vont en quelque sorte déborder dans le domaine du politique. Donc les Égyptiens, si vous voulez, ou le parti égyptien est extrêmement important, d'autant plus que, et ça encore, c'est quelque chose que l'on ne comprend pas bien parce qu'on a tendance à voir noir et blanc, on a une vision un peu binaire des choses. Les rapports d'ambassade de 1839 parlent d'un parti égyptien à Constantinople même, c'est-à-dire de membres du gouvernement et même de l'opinion publique qui rêveraient de voir Mehmed Ali arriver au pouvoir, remplacer non pas le sultan, mais remplacer Khrouchtchev et devenir en quelque sorte le maître par procuration de l'Empire ottoman. Donc il ne faut pas s'imaginer que le conflit qui oppose les Ottomans aux Égyptiens en 1839, tout en étant un conflit mortel, un conflit armé, etc., ce n'est pas un conflit, ce n'est pas un quitte ou double, si vous voulez, entre deux pays, entre deux royaumes. C'est quelque chose qui est encore très ouvert à des négociations et à la possibilité d'intégrer l'ennemi, le traître, dans le système, ce qui, encore une fois, est une caractéristique extrêmement importante du système ottoman. Déjà au XVIIe siècle, lorsque vous avez des pachas rebelles, lorsque vous avez toutes sortes de formes de rébellion ou d'insurrection en province, c'est une situation qui toujours peut se négocier. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit en France, par exemple, lors des frondes, etc., il n'y a pas vraiment de coupure complète des relations entre les insurgés et le centre, et beaucoup d'insurgés sont rappelés au centre par l'appât d'un poste de grand vizir. Vous avez beaucoup de gens qui tournent comme ça leur veste pour s'intégrer, pour franchir en quelque sorte le Rubicon en sens inverse et trouver le moyen de se racheter ou de devenir carrément un membre de l'élite dirigeante. C'est ce qui fait la souplesse, la flexibilité du système ottoman, puisque ça ne casse jamais. Parce que justement les limites, les frontières ne sont jamais très clairement définies. Il y a toujours un petit flou qui permet de manœuvrer autour de ce que l'on considérait normalement comme une inimitié profonde. Ensuite, comme je vous le disais,
la nouvelle garde, avec Moussa Reşit Pacha au centre, avec ses connexions occidentales, surtout anglaise, et lui, bien sûr, il rayonne autour de cette nouvelle élite bureaucratique, celle qui est en train de se former au bureau des traductions, etc., c'est-à-dire des diplomates, pour la plupart, qui vont et viennent en Occident, des gens qui sont toujours en contact avec des sommités occidentales. Metternich et Saadek Rıfat Pacha, par exemple. Saadek Rıfat est pendant de longues années ambassadeur à Vienne. Donc ce sont les agents, les promoteurs du nouvel ordre, donc en rouge. Et vous verrez que les liaisons matrimoniales avec les princesses concernent surtout les gens de la vieille garde. Saliha Sultan, Adile Sultan, avec Mehmed Ali, avec Mehmed Saïd, etc. C'est quelque chose. Les nouveaux venus ne vont pas, du moins tout de suite, s'allier avec la dynastie parce que ce sont de nouveaux venus. Ils sont encore en train de se forger une place dans le système ottoman. Mais on voit aussi qu'il y a des liaisons entre la vieille et la nouvelle garde. C'est-à-dire, et encore une fois, la plupart de ces liaisons se font soit par le clientélisme, soit par des relations matrimoniales au sein de ces nodules de pouvoir. Et enfin, les derniers arrivés que je vous demande de retenir pour l'avenir, Ali et Fouad Pacha, à cette époque-là, ils sont encore effendis, ce sont de jeunes bureaucrates qui ont été éduqués, qui ont été formés à l'école de Moussa Reşit, qui vont commencer leur carrière en tant que bureaucrate au ministère des Affaires étrangères, en tant que diplomate. Fouad Pacha sera envoyé en Espagne, Fouad Effendi sera envoyé en Espagne en 1944, etc. Donc c'est vraiment la nouvelle génération, mais cette nouvelle génération, elle est importante puisque c'est elle qui va prendre le relais dans les années 1850 pendant le passage au bas Tanzimat, c'est-à-dire la deuxième partie du Tanzimat. Je vous rappelle que la lettre de Barachin en 1949 est adressée justement à Ali Pacha, qui est ministre des Affaires étrangères. Donc on voit la montée en puissance d'une nouvelle génération qui va essayer, qui va tenter de confirmer et de développer les Tanzimat dans leur version un peu plus tardive. Alors voici donc mon schéma. Encore une fois, si vous avez l'occasion de voir celui d'Emmanuel Leroy-Ladurie, vous rirez du mien, mais voilà, c'est simplement, encore une fois, pour vous rappeler à quel point il est important parfois d'essayer de faire le tri dans une information, dans une documentation qui est parfois excessive et souvent très répétitive et descriptive, et d'essayer de tirer de cette information quelque chose d'un peu plus succinct, au risque de tomber parfois dans la caricature ou dans les raccourcis, mais afin de se forcer à essayer de voir comment le système se forme, comment il marche. Et je l'ai fait aussi dans le temps, c'est-à-dire que j'ai une série de diagrammes qui répètent en quelque sorte ce plan, mais sur la durée de 1839 à 1856. Et ce que j'ai fait en gros, c'est encore une fois en maintenant cette distinction entre la vieille et la nouvelle garde, entre la vieille génération et la nouvelle génération, j'ai essayé de voir comment certains des postes les plus importants, les plus cruciaux de l'administration du système politique changeaient de main pendant cette période d'un peu moins de 20 ans, de 1839 à 1856. Et là, ce que l'on voit, en gros, on ne va pas s'arrêter sur les noms parce que ça n'a pas vraiment de sens. J'ai mis en majuscule quand même ceux qui me paraissent un peu plus importants, Réchid, Raouf, etc. Mais là, en gros, j'ai utilisé les couleurs froides, donc tout ce qui est bleuté, violacé, etc., pour la vieille garde, et les tons chauds
rouge, orange, jaune, je crois que c'est ça. Je ne suis pas un spécialiste de chromologie, mais enfin bon, pour moi c'est ça, quoi. En gros, donc les couleurs chaudes pour la nouvelle garde, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte de passation de pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir des années 1846-47, on voit déjà Reshid accéder au poste suprême du grand vizirat, ce qui est déjà quelque chose, parce que vous vous souviendrez, il était jusque-là ministre des Affaires étrangères, ambassadeur à Londres, ambassadeur à Paris. Donc il y a une sorte de période charnière après 1845 où l'on voit le rouge, le jaune, l'orange reprendre le dessus et définir un peu le profil, si vous voulez, le caractère du gouvernement. C'est donc un peu la transition, si vous voulez, la maturation des tanzimat, les tanzimat qui sont imposés en 1939 comme une nouveauté dont personne ne sait exactement ce qu'ils vont faire et qui, au fur et à mesure, s'installe et devient le propre d'une élite qui se définit dans une forme de modernité liée à l'Occident. J'ai fait la même chose pour les affaires étrangères, et là, on voit bien la différence, on n'a que des couleurs chaudes. C'est-à-dire que le vivier, le centre de concentration, de gravité de la réforme se trouve justement autour il se forme autour des affaires étrangères. Ce sont les diplomates, ce sont les ambassades elles-mêmes qui jouent un rôle extrêmement important dans le rapport entre l'Occident et l'Empire ottoman, et ce sont justement les représentants de cette nouvelle garde qui vont très nettement s'imposer, dominer les affaires étrangères pendant toute la période. Quand on regarde l'armée, en revanche, on voit que l'armée, il y a une sorte de division du travail, une sorte de répartition des tâches. Les modernistes se voient octroyer et consolident en quelque sorte leur pouvoir autour du ministère des Affaires étrangères. L'armée, qui est politiquement beaucoup moins importante, mais qui est quand même un des soutiens du régime, l'armée reste plutôt aux mains de gens que l'on voit appartenir à la vieille garde, aux couleurs, entre guillemets, froides. Et enfin, le Cheikh Islama, je vous ai dit, ça n'est pas vraiment extrêmement important, mais là, ce qui est frappant, c'est que, contrairement aux changements extrêmement fréquents de portefeuille que l'on voit dans les autres départements de l'État, le Cheikh Islama est au contraire caractérisé par des termes très longs, des carrières très longues. En général, il meurt Cheikh l'Islam. Hein, c'est un peu comme la papauté, si vous voulez. Ce qui prouve, non pas qu'il y a vraiment stabilité, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut interpréter comme un signe de la marginalité. Le fait que le Cheikh l'Islam, n'étant pas vraiment un centre de décision, de concentration cruciale du pouvoir, qui se trouve à la tête de cette institution est quelque chose de beaucoup moins important et par conséquent, avec moins de tensions, moins de rivalité, on finit par avoir beaucoup plus de stabilité avec à peine 3 Cheikh l'Islam qui se succèdent pendant cette période. Voilà, donc voilà pour une sorte d'aperçu politique de la manière dont le système est en train de se transformer, devenir quelque chose de beaucoup plus occidental, beaucoup plus moderne, tenter en quelque sorte de transformer l'Empire ottoman en une nouvelle entité compatible avec les normes et les formes de l'Occident. Bien sûr,
Et c'est un rappel de ce que je vous avais dit il y a quelques semaines, quand on regarde certaines des transformations, quand on regarde certaines des innovations, par exemple l'archéologie, on se rend compte à quel point ces innovations sont superficielles, à quel point elles ne vont pas s'ancrer, prendre racine dans le système, et par conséquent, elles deviennent une liste, en quelque sorte, d'institutions que l'on doit avoir pour paraître civilisé, mais dont on ne poursuit pas vraiment le développement de la même manière que l'on le ferait pour l'armée ou pour les affaires étrangères. Donc ça, soyons sûrs, il y a entre les deux une grosse différence, c'est-à-dire que vous avez une forme qui est en train de se modifier extrêmement rapidement, le fond reste quand même beaucoup plus ancré dans des traditions, ou du moins incapable de se modifier à la même vitesse, au même train que le font les institutions politiques les plus évidentes. Mais toujours est-il que le système est en train de s'occidentaliser, à tel point, et ça c'est quelque chose que je souligne toujours, encore une fois parce que j'attache beaucoup d'importance au lexique, au vocabulaire, vous avez un binôme lexical qui est encore aujourd'hui très utilisé en turc pour distinguer les choses qui sont faites alla franca et alla turca. Hein. C'est de l'italien. En turc, on dit alla franga et alla turca. Mais l'origine, c'est alla turca, alla franca. Sachons que l'italien était la langue de prédilection du Levant, tout se disait en italien, ce n'est vraiment que vers les années 1840-50 qu'on commence à voir le français devenir la langue étrangère la plus appréciée, la plus reconnue, la plus connue dans l'Empire ottoman. Or, alla turca, alla franca, ou alla turca, alla franga en turc, c'est une terminologie qui a encore une utilisation qui est très étrange, très surprenante. Alors, bien sûr, vous avez des usages qui sont extrêmement simples et je pense par exemple aux toilettes à la turque. Là, il n'y a rien il n'y a pas de sous-texte extrêmement intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en turc, aujourd'hui encore, lorsque vous dites qu'une chose est faite à la turca, quand vous caractérisez quelqu'un, quand vous qualifiez quelqu'un d'être à la turca, c'est une insulte. C'est-à-dire que vous l'accusez ou vous accusez cette pratique d'être peu civilisée. C'est très problématique parce que je ne connais pas, alors je ne prétends pas connaître toutes les langues du monde, mais j'ai du mal à imaginer une autre langue où la référence à la manière nationale de faire les choses aurait une connotation péjorative. C'est quelque chose de très problématique. Alors, à la franga peut être péjoratif aussi, puisque dans la franga, vous pouvez avoir un sens d'imitation de l'Occident sans vraiment comprendre ce qu'on fait, donc singer l'Occident ou imiter l'Occident uniquement pour se faire bien voir, etc. Donc il y a... Mais moi, ce qui me travaille, c'est de voir que à la turca, c'est quelque chose qui essentiellement a une connotation péjorative, ce qui en dit long sur le traumatisme, en quelque sorte, que les Tanzimat ont créé dans l'Empire ottoman et dont on voit encore les traces aujourd'hui, c'est-à-dire cette imposition de l'Occident comme étant la seule vraie forme de civilisation, les autres étant peu ou pas acceptables. Maintenant, ainsi que je vous le disais, donc un premier point, l'évolution de la classe politique, l'évolution de la politique pendant cette période. Ensuite, l'économie, ou plutôt un point particulier de l'économie, celui des emprunts extérieurs. Alors, on sait que le système ottoman n'a jamais emprunté
n'a jamais vraiment ouvertement emprunté. C'est-à-dire que les emprunts ottomans de la période dite classique, au XVIe, XVIIe siècle, ce sont les fermes. Les fermes, c'est la capitalisation en fait de revenus futurs, et c'est une forme d'emprunt où le fermier devient en quelque sorte l'investisseur qui paye à l'État les revenus futurs d'une ferme, en général fiscale, et qui par conséquent permet à l'État de rentrer dans ses sous immédiatement sans avoir à attendre l'échéance d'une année fiscale, etc. Donc c'est un emprunt, mais c'est un emprunt caché, c'est de la capitalisation en quelque sorte des ressources de l'État. Sinon, l'Empire ottoman ne contracte pas des emprunts avec le public local. Les emprunts se font de manière tout à fait indirecte, c'est-à-dire que les grands de la porte, les membres de l'élite politique, sont censés ouvrir leur bourse et en faire jouir le trésor impérial sans qu'il y ait la moindre relation juridique, etc. Donc il y a un flot d'argent, de numéraire à travers l'élite politique, et l'élite politique, où est-ce qu'elle se nourrit? Elle se nourrit soit, encore une fois, dans la fiscalité, soit dans des emprunts contractés auprès de banquiers non musulmans, juifs, grecs, et surtout, par exemple, au XVIIIe siècle, arméniens. Et le problème, en quelque sorte, c'est que ces banquiers, n'étant pas musulmans, n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas la même sécurité de leur capital, et par conséquent, ils sont tributaires, et très fragilement tributaires, des vicissitudes de la politique, et notamment du destin de leur patron. Et par conséquent, lorsqu'un grand vizir, lorsqu'un vizir au XVIIIe siècle tombe, c'est-à-dire qu'il est en disgrâce et que sa fortune est confisquée, encore une fois, un des moyens pour l'Empire de s'alimenter dans la classe politique, le droit de confiscation, musaradele en turc, lorsque le vizir tombe et que ses propriétés sont confisquées, il en va de même de ses banquiers, qui eux aussi tomberont. Donc c'est un jeu de cartes, c'est les dominos, si vous voulez, et vous avez à chaque fois une reconstitution, une reconfiguration du marché financier selon les velléités politiques du moment. Donc c'est un marché qui est extrêmement instable, et en plus, un marché qui est complètement à la merci des vicissitudes politiques, ce qui veut dire en gros que c'est un marché extrêmement cher. L'argent est cher, et au XVIIIe siècle, je sais pour avoir travaillé sur le commerce pendant cette période, au XVIIIe siècle, les taux d'intérêt à Istanbul peuvent atteindre les 25, 26, voire parfois 30%, sur un système monétaire métallique. Donc on ne parle pas d'inflation, on parle uniquement d'espèces sonnantes et trébuchantes. C'est extrêmement élevé. C'est extrêmement élevé, c'est à peu près le double de ce que vous avez en France pendant la même période de l'Ancien Régime, qui, pour les mêmes raisons, est extrêmement instable, puisque là aussi, il y a un marché financier qui est en grande partie dominé par la politique. Donc, les seuls véritables marchés libres, ce sont ceux que l'on voit à Amsterdam ou à Londres, c'est-à-dire dans ces parties de l'Europe où le politique n'arrive plus à influencer le marché financier et par conséquent où le marché financier trouve des moyens d'investissement qui ne sont pas forcément politiques, qui vont dans le commerce, dans l'industrie, et qui par conséquent font fonctionner de manière tout à fait rationnelle, entre guillemets, le système, et l'argent s'y prête à 2%, 3%, 4%. C'est toute la différence, si vous voulez, entre le capitalisme qui arrive à maturité en Europe occidentale
et le capitalisme qui n'arrive pas à se former dans d'autres régions, et y compris la France, à cause de ce poids énorme que représente l'instabilité politique, l'influence politique sur le marché de l'argent. Donc les Ottomans n'empruntent pas vraiment puisqu'ils ont d'autres moyens de se servir en quelque sorte dans la poche du contribuable. Alors la fiscalité est lourde, la fiscalité est sans cesse transformée selon les besoins, vous avez des impôts qui sont créés lors d'une campagne, etc. Donc on essaye de s'approvisionner comme on peut. La classe politique est à la merci en quelque sorte du palais, et elle, par conséquent, fait répercuter sur la population, notamment sur le paysan, le poids de cette influence politique. Les banquiers, ceux qui détiennent une véritable activité commerciale et ont un potentiel bourgeois, si vous voulez, ceux-là sont à la merci de l'élite politique. Donc vous avez une vache une vache à traire en quelque sorte, une vache à lait, qui est constamment exploité par le système sans que le système se sente responsable des échéances et des obligations de ce genre d'emprunt forcé. C'est toute la différence, si vous voulez, entre ce qui se crée en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire la dette publique. La dette publique dans le sens de la responsabilité collective du gouvernement envers les sommes emprunter, les emprunts contractés auprès du public, avec donc une responsabilité, une obligation de rendre des comptes au public. Donc, dans l'Empire ottoman, rien de cela. Mais au XIXe siècle, les moyens du bord, c'est-à-dire cette fiscalité très lourde et artisanale, ces emprunts cachés qui sont en fait extrêmement inefficaces, ne suffisent plus à maintenir cette machine en marche. Le monde devient de plus en plus compliqué, la diplomatie, la situation politique demande la mobilisation de moyens qui étaient impensables auparavant, ne serait-ce que la bureaucratie elle-même, donc l'État est en risque de faillite complète. Nous l'avons déjà vu, l'une des innovations des Tanzimat, c'est l'émission de papier-monnaie, à la manière des assignats, c'est-à-dire avec, encore une fois, l'espoir de financer la dette, de financer le déficit budgétaire de l'État en émettant un papier que l'on veut voir circuler dans tout le pays. Et avec le résultat que l'on connaît, la chute du papier-monnaie, c'est-à-dire une dévalorisation et par conséquent l'impossibilité de véritablement générer les avantages que l'on espérait de cette formule. Par conséquent, les Ottomans se trouvent plus ou moins acculés vers les années 1840, ils ont besoin de ces institutions de la modernité qui sont essentielles pour le fonctionnement d'un État. Les banques et les emprunts. Or, encore une fois, je vais vanter la perspicacité de Metternich. C'est la troisième fois, mais le type était un génie. Voilà, voilà ce qu'il dit. En 1939, hein, donc c'est encore une fois, dans ses mémoires, ce sont ses réactions à la promulgation du décret des Tanzimat. Ce dont le divan c'est la sublime porte, c'est le Conseil des ministres, c'est l'État, c'est le gouvernement, devra se garder, c'est de se livrer, avant de s'être bien assuré des moyens dont il pourra disposer, à des spéculations et à des opérations de crédit dans les États chrétiens. Les spéculateurs ne manqueront pas de se présenter le jour où la Porte commencera à fournir au public européen des preuves qu'elle s'occupe d'une manière sérieuse de l'arrangement de ses finances. Que le divan se méfie d'offres semblables, car de la part de ceux qui les lui feront, elles ne seront en réalité qu'un leurre. Pour que le véritable crédit puisse tourner au profit d'un État, il faut avant tout que les seules bases sur lesquelles il puisse reposer soient assurées,
et elles ne peuvent l'être qu'au moyen de ces recettes certaines et d'une dépense réglée d'après les ressources que fournissent les recettes et qui doivent suffire à couvrir les besoins du service public. C'est le b.a.-ba des finances, c'est-à-dire, en gros, et il est très conservateur, dit si vous n'avez pas les moyens de votre politique, si vous n'avez pas des revenus assurés qui vous permettront de rembourser les emprunts que vous contracterez auprès de créditeurs divers et variés, ne vous engagez pas dans cette voie. Or, les Ottomans le feront. Ils le feront. Ils y seront poussés par l'Occident, ce qui, encore une fois, donne raison à Metternich. Et voici l'évolution des emprunts ottomans pendant les Tanzimat, c'est-à-dire à partir de 1854, premier emprunt, jusqu'en 1874, dernier emprunt avant la banqueroute de 1875. Car en 1875, l'Empire fera banqueroute. Il devra répudier la moitié de sa dette. Et ce sera le début d'une histoire très compliquée sur laquelle nous reviendrons l'année prochaine. Et ce que l'on voit tout de suite, c'est que ce qui commence très modestement avec des emprunts contractés à Londres, ce sont les grandes maisons londoniennes qui commencent ça. Au fur et à mesure, lorsque vous arrivez aux années 1860, les sommes deviennent faramineuses. Elles deviennent faramineuses, elles atteignent les 40 millions de livres sterling, ce qui est une somme énorme. Vous aurez remarqué qu'il y a deux histogrammes à chaque fois, c'est-à-dire en bleu, c'est la valeur nominale de l'emprunt, c'est-à-dire la somme qui est inscrite sur le contrat. L'histogramme bistre représente la valeur effective. Et la valeur effective, c'est tout simplement que la plupart de ces emprunts sont émis à un certain taux. Ce taux définit la véritable somme qui sera remise à l'État contractant l'emprunt. Et vous voyez que après un début plus ou moins acceptable avec des taux d'émission autour de 80 ou 75%, tout d'un coup, à partir des années 1860, vous tombez à pratiquement la moitié de la valeur nominale. C'est-à-dire que vous vous engagez pour une somme de 45 millions, mais en fait, vous ne recevez que 22,5 millions. C'est énorme. C'est énorme. Et ça prouve en fait que l'Empire n'a plus les moyens de payer sa dette et que par conséquent, c'est un mauvais débiteur qui sera puni en quelque sorte de la sorte, qui sera puni par une réduction systématique de la valeur effective des emprunts. Les premiers emprunts, il n'y a pas de mystère, ils ont un rapport direct avec la guerre de Crimée. Alors, aussi, l'évolution des taux d'intérêt sur les emprunts. Les taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent, si vous voulez. Et par conséquent, le fait que le taux soit si élevé et qu'il s'élève encore plus vers la fin de la période, c'est encore une fois une illustration du peu de crédit que l'Empire ottoman avait. Et par conséquent, pardon, ça c'est le taux d'émission. Le taux d'émission, ça c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qui va croissant. Et encore une fois, vous avez la distinction entre le taux nominal et le taux effectif. Le taux effectif étant calculé sur la base de ce que vous recevez vraiment. Ce qui prouve à quel point cela peut changer. Mais le véritable problème, c'est de voir à quoi sont dépensées ces sommes. C'est là qu'est tout le problème, puisque si vous empruntez dans la logique capitaliste pour investir, et que par conséquent, avec cet investissement, vous faites des bénéfices, vous pourrez bien sûr repayer votre dette et vous pourrez aussi réinjecter du capital dans l'entreprise que vous dirigez, l'État en l'occurrence. Mais lorsque vous regardez
l'historique des emprunts ottomans, vous voyez que ça n'a rien à voir avec de véritables investissements. On commence par financer la guerre, parce que l'Empire n'a pas les moyens et il se trouve tout d'un coup engagé dans une guerre moderne, extrêmement moderne, extrêmement coûteuse. Donc on emprunte chez ses alliés et à des taux incroyables. Et c'est comme ça, le leurre dont parlait Metternich, c'est ça. C'est-à-dire que le second emprunt, il est émis à 102,6%. C'est-à-dire qu'on leur donne plus d'argent que leur engagement, pour appâter en quelque sorte. Hein, c'est tout à fait le leur, celui qui les convainc de la facilité de se faire de l'argent en empruntant à l'extérieur. Ensuite, en 58, l'argent est utilisé pour stabiliser les cours d'échange. Si vous avez besoin d'argent pour stabiliser les cours d'échange, c'est que votre cours du change est en train de s'effondrer. Et c'est par conséquent que votre monnaie est en train de perdre de la valeur. Donc vous êtes en pleine crise, donc vous essayez de résoudre cette crise. Et déficit budgétaire en 60, retrait des caïmés, le papier-monnaie, celui qui a grevé le système monétaire depuis 1840, ces caïmés qui ne valent plus rien et qui circulent parce que la mauvaise monnaie chasse la bonne, il faut les retirer, il faut les racheter pour essayer de stabiliser le système monétaire. Donc l'emprunt de 62, il est utilisé pour cela. Et après 62, vous voyez que c'est le remboursement de la dette. Déficit budgétaire, remboursement de la dette. Quand vous commencez à emprunter pour rembourser vos emprunts précédents, c'est que vous vous êtes engagé dans un tourbillon, une spirale mortelle, celle d'un maelstrom financier. Vous n'avez plus les moyens de votre politique économique. Et par conséquent, si vous voyez la séquence de ces emprunts à partir de 1860, vous voyez à quel point la situation s'est complètement transformée en une fuite en avant où les Ottomans sont obligés d'emprunter uniquement pour repayer leurs dettes, uniquement pour survivre. Alors bien sûr, il y a aussi, et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis cette magnifique porte du palais de Dolmabahce. Vous savez que j'ai peu de sympathie pour le baroque rococo du XIXe siècle, déjà partout, hein, en Occident comme en Orient, mais la version orientale est particulièrement antipathique par sa lourdeur et puis, bien sûr, par son coût, puisque les palais du Bosphore que l'on admire aujourd'hui, ces gâteaux de mariage pratiquement, qui s'enfilent le long du Bosphore, ce sont des palais qui sont tous bâtis dans les années 50, 60, 70, avec une partie des revenus obtenus de la dette. Donc c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre qui va grever les finances ottomanes. La preuve, s'il en fallait une, aucune livre sterling emprunté à l'Occident n'est vraiment investi dans quoi que ce soit d'efficace, de productif, d'économiquement fiable. Dernier point, la guerre de Crimée. Je vous l'ai dit, c'est un événement majeur. C'est bien sûr une guerre, donc un événement militaire, mais pour les Ottomans et pour l'Europe, c'est aussi une crise politique qui est résolue de manière plus ou moins satisfaisante. Pour comprendre le contexte de la guerre de Crimée, il faut lire le Charivari de 1851, où le tsar, l'empereur Nicolas, dit à son interlocuteur « Mon cher petit grand turc, cédez Constantinople à la Russie, en échange, je vous offre la Sibérie, où vous serez très bien. Vous aurez même la faculté de travailler aux mines si la chose peut vous être agréable. »
Donc, il y a bien sûr une pression russe. Une pression russe, et nous la connaissons depuis quelque temps. Nous avons vu le conflit russo-ottoman de la fin des années 1820 qui libère en quelque sorte la Grèce et qui met l'Empire ottoman au pied du mur. On a vu aussi comment en 1833, les Russes très enthousiasmés par le conflit égyptien, vont offrir, pas si gracieusement que ça, leur soutien aux Ottomans et vont essayer de se tailler en quelque sorte une zone d'influence dans l'Empire ottoman. Le rêve russe, c'est ça. C'est d'une part la Méditerranée, c'est d'autre part les Balkans. Les Balkans, notamment à travers l'orthodoxie, puisque les Balkans sont pour la plupart orthodoxes, et il y a là un atome crochu avec Moscou que Moscou essaye d'exploiter depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis 1770, en fomentant des révoltes en Grèce, en Serbie, dans toutes les dépendances orthodoxes balkaniques de l'Empire ottoman. Et c'est un peu ça qui va mettre le feu aux poudres en 1853, puisque les Russes, se préparant donc à une guerre, Voïna, je crois, oui, Voïna, contre les Turcs, et on voit, ça c'est une image d'Épinal version russe, intéressant de voir comment ce style se propage à travers l'Europe, le monde. Les Russes vont jouer la carte de l'orthodoxie sur un des points les plus sensibles de la politique de la question d'Orient, les lieux saints. Les lieux saints, c'est-à-dire Jérusalem. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a le Saint-Sépulcre, il y a tous les sites religieux de la chrétienté, du judaïsme, de l'islam, qui sont sous tutelle ottomane, mais avec une présence religieuse, diplomatique occidentale extrêmement importante. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui même, le Saint-Sépulcre est occupé par une vingtaine d'ordres divers et variés, avec des parcelles étant taillées sur le toit, dans les combles, etc., pour chacune de ces appartenances. Vous avez les Coptes, c'est extrêmement compliqué, ça l'a toujours été. Mais en 1853, ce que la Russie va faire, c'est qu'elle va essayer de promouvoir la carte de l'orthodoxie, c'est-à-dire demander à remplacer en quelque sorte la France, puisque la France, depuis 1740, est garante des chrétiens d'Orient, la France catholique. Les Russes vont essayer de s'imposer et de demander, d'imposer à la Sublime Porte la tutelle des orthodoxes de l'Empire ottoman et des lieux saints. Et le conflit émergera là, puisque les Ottomans vont se retrouver entre le marteau et l'enclume, entre la France qui veut défendre, Napoléon III veut défendre les droits ancestraux de la France, depuis 1740 en tout cas, et par conséquent force les Ottomans à refuser l'ultimatum russe, et les Russes qui jouent la carte, bien sûr, de la pression sur la Moldavie et la Valachie, c'est-à-dire sur les principautés danubiennes sur lesquelles elle a déjà ses visées. Bref, le conflit éclate autour de cette question, les Ottomans ne se pliant pas aux exigences russes, et la guerre commence bien sûr dans les Balkans avec l'occupation des principautés danubiennes par les Russes, mais aussi par une défaite catastrophique à Sinope. Sinope, un port de la mer Noire, un port ottoman de la mer Noire, où la flotte ottomane sera
pulvérisée par les Russes, alors qu'elle était encore dans le port. C'est quelque chose que les Ottomans, malheureusement, font assez souvent, c'est-à-dire se faire attraper en rade et se faire brûler la flotte. C'est arrivé en 1770 à Tchechmé, encore une fois avec les Russes, que l'on ne voyait pas venir. C'est arrivé à Navarin en 1827, où les flottes alliées ont, dans le golfe de Navarin, ont décimé la flotte ottomane, et en 1953, pendant tout au début de la guerre de Crimée, qui oppose à ce stade-là l'Empire ottoman et la Russie. L'Empire ottoman a, je vous l'ai dit, une armée qui est loin d'avoir les moyens de s'opposer à l'avancée russe. Les Russes peuvent mobiliser jusqu'à 1 million d'hommes, les Ottomans en ont 220 000 à tout casser. Et en plus, les Ottomans utilisent quelque chose qui est peu fiable, qui n'est pas coûteux mais qui est peu fiable. C'est quelque chose que vous reconnaîtrez sûrement en tant qu'ancien lecteur de Tintin, les bashi-bozouk. Bashi-bozouk, oui. Pourquoi est-ce que le capitaine Haddock a une telle passion de cette insulte? Parce que les bashi-bozouk vont faire leur apparition au XIXe siècle. Ce n'est pas qu'ils n'existaient pas avant, mais ils vont devenir visibles à cause de l'internationalisation des conflits. Les bashi-bozouk vont être là. Les bashi-bozouk, c'est en turc başı-bozuk. Baş, c'est la tête, dans le sens de caput capitis, et bozuk, c'est quelque chose qui a été dérangé, c'est quelque chose qui a... Et les başı-bozuk, c'est en fait des irréguliers. C'est des irréguliers, des volontaires. Je vous avais déjà parlé de ce volontariat militaire dans l'armée ottomane. En cas de péril, l'Empire a souvent recours à des recrues volontaires qui, par le désir de rapine, vont s'intégrer et vont participer à l'effort guerrier. Donc, une grande partie de cette armée ottomane consiste en des bashi-bozouk, en des irréguliers qui, bien sûr, vont commettre toutes sortes d'exactions sur les populations chrétiennes des Balkans. C'est quelque chose qui va se répéter en 1876 lors des massacres de Bulgarie, etc. Donc le bashi-bozouk devient en quelque sorte à la fois, d'une part, un brigand, un noble brigand un peu à l'italienne qui attire la curiosité des Occidentaux, mais aussi un perpétrateur de massacres, quelqu'un qui symbolise la violence déchaînée de troupes irrégulières contre les populations civiles. Sinope va être utilisé par les Ottomans pour inviter la Grande-Bretagne et la France, qui étaient déjà prêtes à s'engager, à participer à ce conflit et à prendre la défense de l'Empire ottoman. Vous aurez peut-être reconnu le style de ce graveur bruxellois dont je vous avais montré la médaille un peu lourde des Tanzimat. C'est donc Jean-Joseph Hart qui va fondre cette médaille de Sinope, 1853, avec une devise qui est très intéressante: Europe, ils sont morts pour toi. C'est un appel, encore une fois, on voit bien que l'Empire ottoman est en train de jouer la carte de l'alliance et de montrer que l'Empire ottoman est le seul rempart contre l'expansion, le danger de l'expansion russe, et que par conséquent, il faut le sauver. Et c'est par conséquent, à nouveau, la question d'Orient qui est ressurgie, avec Abdülmecid au milieu, flanqué de Napoléon et de Victoria, puisque dès le début de 1854, les troupes anglaises, et britanniques et françaises vont se mobiliser. La flotte franco-britannique, et ce sont ces occasions rares où on voit le Trafalgar côte à côte avec le Napoléon, c'est pas tous les jours, n'est-ce pas, la flotte franco-britannique va se mobiliser. On la voit ici en rade de Béchik Körfezi, en Troade,
prête à intervenir. L'imagerie populaire à cette époque-là va reprendre donc cette image de l'alliance avec, c'est drôle tout de même, dire qu'on ne parle pas la même langue et qu'on s'entend à merveille. Hein. Bon, mais l'imagerie, encore une fois, à partir des années 1840, l'imagerie populaire fait un bond, notamment avec les publications, avec les journaux illustrés, etc. Donc la guerre de Crimée, vous le verrez, est une des guerres les plus illustrées de tous les temps, en tout cas la première à être aussi fortement illustrée. Les Ottomans eux-mêmes participent à ce symbolisme en créant par exemple une médaille pour la guerre de Crimée qui se conjugue en 3 versions. Crimea pour les Sardes, pour les Italiens, la Crimée pour les Français, Crimea pour les Anglais, la Crimea pour les Sardes et la Crimée pour les Français, avec un petit jeu des drapeaux. Le drapeau ottoman est toujours le second à partir de la gauche, et ensuite on met à l'honneur à sa droite le drapeau de la nationalité qui est honorée, etc. Bon, tout un jeu de symbolisme, et c'est là que, d'un certain point de vue, les Ottomans qui se mettent au jeu des décorations vont se retrouver tout d'un coup parachutés au Graal du symbolisme, le nirvana du symbolisme, avec le Medjidi ou la médaille de Crimée se trouvant côte à côte sur le poitrail des Alliés, côte à côte avec la médaille anglaise et la Légion d'honneur, la médaille anglaise avec bien sûr Sébastopol, Inkerman, Balaclava, etc., Alma. Je vous disais que c'était une guerre très illustrée, et l'une des raisons, c'est que c'est la première fois que la photographie s'en mêle, notamment avec cet individu qui s'appelle Roger Fenton, un entrepreneur de la photographie qui décide de documenter cette guerre avec son attirail et un assistant, c'est son photographic van, sa carriole photographique, qui va parcourir les champs de combat en Crimée, avec des photographies qui sont vraiment exceptionnelles. Cette photo, par exemple, de Ismail Pacha, qui lui-même est un réfugié hongrois du nom de György Kmetty, qui s'est réfugié dans l'Empire ottoman et qui a été recruté par les Ottomans. Vous le voyez ici en conversation avec un officier britannique. Vous avez le haut commandement, le général Pélissier, Lord Raglan et Ömer Pacha. Ömer Pacha qui, lui, est serbe. C'est un Serbe qui s'est converti à l'islam en 1833 et qui est arrivé jusqu'au haut commandement de l'armée ottomane. Vous avez bien sûr le caractère, la vivandière, la cantinière, un nouvel acteur de la guerre, l'infirmière aussi avec Florence Nightingale, avec des poses qui sont extrêmement théâtrales, bien sûr, puisque le problème, il faut se souvenir, c'est que le problème de la photographie à cette époque-là, c'est que le temps de pose est excessivement long et que par conséquent, il n'y a pas d'instantané. On ne peut pas vraiment capturer les moments de la guerre. On doit demander aux gens de poser, comme au théâtre, pour créer des scènes qui représentent le combat. Et bien sûr, quand on compare ça avec la lithographie qui est encore très présente, et quand on parle par exemple de la charge de la brigade légère, c'est quelque chose qui ne se rend pas par la photo, c'est impossible, et par conséquent, on a recours à l'imagination de l'artiste pour recréer de telles scènes de guerre. La comparaison est intéressante quand on voit par exemple une des photos les plus
connu de Fenton, The Valley of the Shadow of Death, la vallée de l'ombre de la mort. Dans le genre morbide, c'est pas mal, mais c'est une tranchée, en quelque sorte, parsemée de boulets. C'est une photo, à mon avis, extrêmement puissante de ce point de vue, mais il est intéressant de voir que l'illustration va reprendre cette image du vallée des boulets, de la vallée des boulets, mais va pouvoir y ajouter un cavalier, un cheval mort, etc., pour rendre la chose un peu plus vivante. Voilà. Et la guerre de Crimée, du côté de l'Empire ottoman, c'est bien sûr un face-à-face qui n'avait jamais existé, puisqu'il arrive des centaines de milliers de troupes à Istanbul, dans l'Empire ottoman, mais en particulier à Istanbul, et par conséquent, la ville est tout d'un coup confrontée à la réalité de l'armée britannique, de l'armée française. Là, on voit Barguedilier en train de passer en revue les rédifs, c'est-à-dire les troupes de réserve sur la place de Bayazit. On reconnaît la tour d'incendie de Bayazit. On voit apparaître des casernes françaises, on voit apparaître la bière, on voit apparaître des choses qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire que la vie au quotidien est complètement transformée par le fait que cette ville devient une grande garnison internationale qui va complètement modifier le mode de vie de ses habitants. Je vous donne cet exemple, même s'il est antérieur, il date de 1848, pour vous donner une idée de ce qu'est devenu cette communauté occidentale à Istanbul, qui ne jure que par Paris, qui promet des gravates, s'il vous plaît, pour hommes, des étrennes pour messieurs les Grecs, Arméniens, etc. Alors c'est un etc. qui en dit long, et ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais l'année prochaine, à l'occasion de la fête des rois, on est presque dans un contexte colonial, c'est-à-dire que ce genre d'annonce, ce genre dans la presse, est quelque chose qui me rappelle de la presse algéroise, par exemple, pendant la même période. C'est la ville elle-même qui se modernise, des ponts sur la Corne d'Or, des bateaux à vapeur qui commencent à assurer le service à l'intérieur de la ville, et bien sûr la promotion de l'Empire au statut de grande puissance, puisqu'il se trouve de fait, et ces petits bibelots sont absolument amusants, quand on voit Mejid, Victoria et Napoléon III, côte à côte, des petits bibelots à 3 piastres qui se vendent pour promouvoir justement cette image d'un empire qui s'est associé, qui vit avec ses alliés occidentaux, aussi bien sur des bibelots que sur des médailles, avec bien sûr la transformation, le palais que je vous décrivais il y a un moment, ce palais énorme bâti à coups d'emprunt, il accueillera un banquet en l'honneur du maréchal Pélissier, et chose jamais vue, jamais entendue, le sultan lui-même ira au bal. Non qu'il dansera, mais il ira au bal à l'ambassade de France, ainsi que nous en informe l'illustration en 1856. Donc c'est vraiment une transformation complète et une sorte de vœu exaucé de la modernité, puisque tout d'un coup les Ottomans se trouvent catapultés au statut d'alliés des deux plus grande puissance du temps contre les Russes. C'est la première fois que les Ottomans ont beau rôle. Ils ont le rôle de sauvegarder l'Europe, et c'est quelque chose qu'ils vont utiliser dans leur rhétorique pendant très longtemps. Et pour terminer, donc, la signature en 1856 du traité de paix de Paris, c'est en quelque sorte la consécration, même si cette consécration a un prix, c'est le décret des réformes. Je n'ai pas le temps, encore une fois j'ai trop parlé, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais ce sera un bon début pour l'année prochaine. On pourra parler justement de ce qu'apporte ce nouveau décret, ce qu'il promet aux Ottomans, notamment aux non-musulmans, comment il s'inscrit dans la continuité des Tanzimat. Un dernier mot, je vous rappelle que le 28 mai
ici même, j'organise un colloque sur le thème, encore une fois, de l'archéologie, cette fois-ci de l'histoire de l'archéologie. Cette fois-ci, il portera sur ce que j'ai appelé amateurs et entrepreneurs d'archéologie et de culture dans le monde ottoman et post-ottoman, c'est-à-dire que je m'intéresse en particulier, pour la seconde moitié du 19e et le début du 20e siècle, aux amateurs. Alors, ils étaient tous amateurs au début, mais dans la seconde moitié du 19e siècle, vous avez des professionnels, vous avez des institutions, l'école d'Athènes, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir le petit instituteur grec qui s'amuse à l'épigraphie, ou le type avec quelques moyens qui veut se monter, se fonder un musée, etc. Donc nous allons parler un peu des marges du grand monde de l'archéologie. Voilà, ce sera donc le 28 mai, qui est un mardi, si oubliez ça, je ne me souviens plus, mais c'est le 28 mai, en tout cas je suis sûr de la date. Pardon ? On commencera à 10h comme d'habitude. Et finalement, j'avais promis, on m'avait demandé quelques titres de lecture générale sur le sujet. Voilà, je vous en propose quelques-unes. L'avantage étant que vous avez tous vos téléphones, etc. Vous pouvez prendre ceci en photo. Et en plus, les cours étant retransmis en vidéo avec une très bonne définition de l'écran, vous pourrez le consulter comme cela si vous le voulez. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je remercie aussi tout le personnel. Merci. Je tiens à remercier tout le personnel qui rend toute l'opération possible, les régisseurs, toute l'équipe de l'enregistrement, etc., parce que je trouve qu'ils font un travail extraordinaire et je ne dirais pas que je me regarde tous les jours à la vidéo, mais il m'est arrivé d'en voir, et je trouve que c'est pas mal du tout, c'est très bien filmé. Le reste, bon, et par conséquent, je tenais à le souligner. Voilà, je vous remercie et je vous dis, comme d'habitude, donc à l'année prochaine. Je vais essayer de commencer aussitôt que possible en janvier, donc juste après les rois, j'imagine, un vendredi, parce que, je sais pas, moi je préfère les vendredis, mais bon. Voilà, merci beaucoup, au revoir.